Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce nouveau numéro du Petit Exo de Colle, aujourd'hui numéro 91. Et pour ce numéro, je vous propose un exercice qui m'a été suggéré en commentaire d'une de mes vidéos. Ce commentaire va s'afficher là, en bas de l'écran. Je te remercie, toi qui m'as proposé cet exercice et qui te reconnaîtra. Donc c'est un exercice sur des matrices. L'énoncé est le suivant. Nous avons n un entier naturel non nul et on aimerait déterminer le sup parmi les matrices orthogonales à coefficients réels de la somme des coefficients de la matrice. Donc voilà, c'est un exercice qui tourne autour encore du sujet des matrices orthogonales à coefficients réels. On a déjà attaqué beaucoup d'exercices sur cette chaîne en lien avec les matrices orthogonales à coefficients réels. Donc je vais vous préparer une petite liste non exhaustive, parce que je n'ai pas en tête tous les numéros, mais je vais vous préparer une petite liste non exhaustive d'exercices et de petits exercices de colle qui sont en lien avec les matrices orthogonales si vous voulez travailler un peu plus le sujet. Mais donc, en effet, cet exercice va avoir assez besoin, et même j'ai envie de dire lourdement besoin, du fait qu'on travaille avec les matrices orthogonales à coefficients réels. Ce sujet étant quelque chose qu'on voit en deuxième année de classe préparatoire, c'est tout à fait naturel de vous dire que cet exercice est davantage adapté aux deuxième année de classe préparatoire. Et cet exercice, qui est assez marrant en soi, est un exercice qui mélange à la fois un côté algébrique, puisqu'on travaille avec une structure matricielle, et de l'autre côté, de l'optimisation, une question de maximisation d'une certaine valeur en lien avec un ensemble de matrices. Bien, j'ai pas grand chose d'autre à ajouter autour de cet exercice, donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous proposer d'ores et déjà à faire une pause sur la vidéo pour essayer de résoudre cet exercice par vous-même avant que je ne vous dise quoi que ce soit d'autre. Ok, j'espère que vous aurez essayé. C'est pas un exercice très difficile pour peu qu'on voit ce qu'on doit faire pour essayer de déterminer ce sup. Alors je vais commencer par une petite aparté avant de vraiment me lancer dans la résolution. Une petite aparté qui pourra partiellement être utile, même si en vrai on pourrait ne pas faire cette chose-là. Alors la question qu'on pourrait se poser dans un premier temps, c'est est-ce que ce sup c'est juste un sup, c'est-à-dire qu'en effet on ne peut vraiment pas atteindre la valeur en faisant le tour des matrices orthogonales à coefficients réels, ou est-ce que finalement on peut le transformer en un max en disant qu'en fait il existe des matrices orthogonales qui atteignent cette bande sup. Et on peut donner cette réponse. Et cette réponse, c'est plutôt une aparté parce que en fait, dans la résolution, on n'en a pas vraiment besoin. Donc en effet, on peut, si on veut, traiter le fait que la bande sup est en fait un max. Alors, je vais écrire plutôt comme ça, je vais écrire sup égale max. Et ça, c'est une question vraiment très classique de deuxième année de classe préparatoire. Ça fait appel à vraiment des connaissances importantes, notamment autour des matrices orthogonales à coefficients réels. Il faut se souvenir que, en effet, l'ensemble des matrices orthogonales à coefficients réels, c'est un compact de Mn de R. Et ce, pour n'importe quelle norme. Je rappelle que quand on travaille en dimension finie, toutes les normes sont équivalentes. Donc on peut choisir une norme arbitraire. Et pour la norme, on peut montrer facilement que cette chose est un compact. Alors la norme habituelle qu'on utilise, c'est la norme donnée par la trace de A fois transposée de B, juste pour faire un rappel de comment on démontre ce truc. Donc si je pose la norme, d'une matrice A comme étant la racine carrée de la trace de A fois transposée de A ou transposée de A fois A, peu importe, puisque la trace de toute façon commute les deux matrices. Bien, donc si je considère cette norme, on peut constater déjà que cet ensemble est borné, étant donné que pour n'importe quelle matrice dans ON de R, on sait que M fois transposé de M, ça fait identité, ça vient de, pour ainsi dire, la définition de l'ensemble des matrices orthogonales. L'inverse d'une matrice orthogonale, c'est sa transposée. Donc on a ceci, et par conséquent, la norme de M, on peut carrément dire qu'elle est égale, on n'est même pas obligé de dire qu'on la majore, on peut carrément dire qu'elle est égale à la racine carrée de la trace de l'identité, c'est-à-dire la racine de N. Voilà. Et comme n est une valeur fixée, on a réussi à borner l'ensemble des matrices orthogonales à coefficients réels. Donc ça c'est une première chose. Et puis une autre chose, c'est le fait que l'ensemble est fermé. Pour montrer que l'ensemble est fermé, on peut le faire de manière un peu élégante en utilisant une bonne fonction continue et en utilisant une image réciproque d'un certain fermé. Donc là, la fonction continue qu'on peut considérer, c'est la fonction suivante, la fonction phi qui a une matrice M associée tout bêtement M fois transposé de M, si vous voulez. Je pourrais même faire trace de M fois transposé de M si je voulais, mais je vais me contenter juste de ça, ça suffira. Donc si je fais cette opération-là, je sais que cette opération-là doit donner l'identité pour les matrices orthogonales. Donc je sais que
ON de R peut se voir comme l'image réciproque du singleton identité, qui lui est un fermé. Et le phi, bah, c'est une fonction continue. Or, phi est continu. Alors je ne fais pas le détail de ça, hein, c'est vraiment continu en fonction des coefficients de la matrice, si vous voulez, parce que c'est polynomial en fonction des coefficients de la matrice. J'écris pas cette phrase, mais c'est vraiment ce qu'il y a derrière pour pouvoir justifier que cette application est continue. Enfin, c'est bien sûr pas la seule façon, mais en tout cas c'en est une qui permet de justifier pourquoi en effet cette application est continue. Donc elle est continue sur Mn de R, et donc voilà, bah, l'image réciproque par une fonction continue d'un fermé donne un fermé. Donc là j'ai un fermé borné. Donc compact. Voilà, donc là je vous ai fait la justification très classique du fait que ON de R est un compact. Maintenant, le fait de savoir que c'est un compact, ça me permet d'affirmer qu'en effet le sup c'est égal à un max, car j'ai une fonction qui est ici une fonction continue, c'est juste faire la somme des coefficients de la matrice. Donc étant donné une matrice, je fais la somme des coefficients, c'est polynomial et c'est même linéaire en fonction des coefficients de la matrice. Et donc, bah, grâce à cette linéarité, bah, j'ai la continuité, hein, ça tombe pour ainsi dire tout seul. J'ai la continuité, et bah, par continuité, plus compacité de ON de R, alors le sup c'est égal au max. Donc je vais écrire ça dans cet encadré-là, en disant que bah, en fait, la fonction qui a M associe la somme des MIJ. Donc cette opération est une fonction continue sur Mn de R. Et donc bah, quand j'ai une fonction continue sur un compact, ça veut dire qu'elle est bornée, qu'elle atteint ses bornes. Donc elle est bornée et elle atteint ses bornes sur ON de R. Voilà, bon, c'est un exercice, je pense, assez classique de montrer ça, hein, de montrer qu'un sup sur un ensemble compact est en fait finalement un max. Hein. On a déjà abordé ce sujet-là, de la question de la bornitude de fonctions continues, bien sûr pas dans un cadre matriciel, mais plutôt dans un cadre où on travaille avec des fonctions réelles. Hein. On a déjà utilisé ce genre de résultat auparavant. Mais voilà, et puis même on a abordé ce genre de questions en fait dans un interro surprise, une interro surprise qui était l'interro surprise numéro 2. Donc pourquoi pas mettre cette référence d'ailleurs, ça peut être sympa. Donc voilà, si vous voulez revoir un petit peu pourquoi on a fait une fonction continue sur un compact, ou en tout cas ici sur un segment, quand on travaille dans R, ben c'est en effet borné et ça atteint ses bornes, bon, ben, vous pouvez jeter un coup d'œil à cette interro surprise. Et en fait, ben, là c'est le résultat général que je viens d'utiliser en travaillant en dimension supérieure. Enfin, tant qu'on travaille en dimension finie, tout se passe plutôt bien. Ok, bah voilà, bah c'est tout ce que j'avais à dire en tout cas pour une petite aparté qui permet d'expliquer que le sup va devenir un max. Mais ce truc-là n'est pas vraiment utile pour déterminer la valeur de ce sup. Bon, c'est quand même utile de savoir que c'est un max, donc ça veut dire qu'on doit pouvoir trouver une matrice qui atteint ce maximum, mais en soi, c'est pas, enfin, on va dire, c'est pas nécessaire de passer par là pour pouvoir résoudre l'exercice. En fait, pour résoudre l'exercice, il faut avoir l'œil, si je puis dire. Il faut vraiment constater que cette somme peut se comprendre comme finalement un produit scalaire dans Rn. Donc quand je dis R puissance n ici, donc l'espace de dimension n, le R espace vectoriel de dimension n. Et bah, il faut comprendre quel est le produit scalaire qui se cache derrière, et en fait ça va être le produit scalaire usuel qui se cache derrière. Donc la bonne remarque à faire c'est la suivante, si j'avais pris le vecteur x, qui vaut que des 1 partout, ok, alors bah, quand je fais m fois x, qu'est-ce que j'obtiens? Bah, m fois x, bah, ça va me donner justement la somme des coefficients sur une ligne. Donc c'est-à-dire que je vais avoir somme, alors pour le premier ça va être m1j, alors que je fasse pas de bêtises, on va ça. Donc m1j, j allant de 1 à n, et puis après somme pour j allant de 1 à n des m2j, etc. jusqu'à somme pour j allant de 1 à n de mnj. Et donc, bah, si je fais le produit scalaire, donc si je pose donc, en considérant le produit scalaire UV comme étant, alors il ne faut juste pas que je me plante, donc si je veux que le produit scalaire fonctionne, il faut que je fasse transposer de U fois V, okay, à condition que les vecteurs je les écrive sous forme colonne.
Donc si je pose ce produit scalaire, donc ça c'est le produit scalaire usuel sur Rn. Ok. Donc si je pose ce produit scalaire, je peux constater alors que le produit scalaire de x avec mx, c'est égal à la somme que je veux. Donc c'est la somme des m et j, pour i et j compris entre 1 et n. Donc en fait, je suis en train de chercher le sup de ce produit scalaire pour x fixé, c'est le vecteur 1, 1, 1, ok, et m, une matrice orthogonale. C'est ça que je suis en train de chercher. Et c'est à partir de maintenant que, normalement, vous devriez avoir une bonne idée de comment résoudre l'exercice jusqu'au bout. Puisque là, maintenant que je vous ai dit que, en fait, ce truc-là, c'est un produit scalaire, vous pouvez penser à une inégalité assez classique autour des produits scalaires qui pourrait vous donner une borne, et une borne qui pourrait être atteignable. Après, la question, c'est de savoir si elle est bien atteinte, mais ça vous donne déjà une idée de qu'est-ce que vous pouvez faire pour essayer de majorer ce truc, et espérer que cette majoration soit atteignable. Et en effet, vous pouvez penser à Cauchy-Schwarz. Donc en effet, si je considère aussi la norme associée, alors je peux utiliser l'inégalité de Cauchy-Schwarz. De Cauchy-Schwarz, qui dit la chose suivante. Donc vous allez avoir le produit scalaire de x avec mx qui va être majoré par la norme de x fois la norme de mx. Et c'est pas pour rien que j'ai pris le produit scalaire usuel et donc la norme associée usuelle. C'est parce que je sais quelque chose concernant les matrices orthogonales. En plus de cette opération qui coule de source, je sais quelque chose sur les matrices orthogonales. Un truc important sur les matrices orthogonales, c'est que si je fais la norme pour ce produit scalaire, la norme d'une matrice orthogonale fois un certain vecteur, et bien ceci est égal exactement à la norme du vecteur. Donc ça veut dire que ce mx devient finalement, la norme de mx devient finalement la norme de x. Et ça vient du fait que m est orthogonal, car jusqu'ici je n'avais pas encore utilisé le fait que la matrice avec laquelle je bosse est orthogonale. Et c'est seulement maintenant que je l'utilise. Donc maintenant que je l'ai utilisé, là je me retrouve avec la norme de x au carré, donc ça je vais pouvoir majorer. Enfin, finalement c'est égal. Je n'ai pas besoin d'écrire à faire égal. Donc ce truc est égal à la norme de x au carré. Mais x, c'est ce vecteur-là. La norme de x, c'est racine de n. Donc racine de n au carré, ça va faire n. Voilà, donc j'arrive à avoir une majoration. Chouette. Maintenant, la question qui peut se poser, c'est à quelle condition est-ce qu'on pourrait avoir égalité dans l'inégalité de Cauchy-Schwarz? Ça peut être une bonne question à se poser. Et donc, la réponse, elle va venir de la manière suivante. Il va falloir que x et mx soient collinéaires. Si on veut que ceci soit possible, quand on veut une égalité dans l'inégalité de Cauchy-Schwarz, il suffit que les deux vecteurs qui sont en jeu sont collinéaires. Alors, l'inégalité de Cauchy-Schwarz, normalement, c'est avec des valeurs absolues. Là, il n'y a pas de valeur absolue. Donc là, la linéarité, on entend aussi qu'il doit y avoir une question de positivité de la collinéarité. D'accord, il doit y avoir ça. Donc si je veux égalité, il faut que mx soit égal à lambda x pour un certain lambda. Et là, je pense qu'il va falloir préciser que lambda doit être positif. Bon, a priori, lambda positif ou nul, c'est vrai. Mais lambda positif, c'est important parce que là, la collinéarité, elle est vraiment dans le sens positif. J'ai fait le produit scalaire de ces deux-là est égal exactement au produit de ces deux normes qui est positif. Donc ça veut dire que le produit scalaire doit être positif. Ça veut dire que les deux vecteurs, si vous le voyez vraiment dans le sens, dans R2, en image de la terminale, les deux vecteurs doivent être dans le même sens. Donc c'est pour ça qu'on doit avoir avec un lambda qui doit être positif. Donc, maintenant, je peux utiliser la norme et me rendre compte qu'en fait, le lambda, il va devoir être 2 modules supérieurs à 1. Puis après, bien sûr, comme lambda, ça doit être un réel, puisque on pourra très vite se rendre compte que lambda n'a pas d'autre choix que d'être un réel. Eh bien, je vais pouvoir conclure, donc j'avance. Donc, ce que j'allais dire, c'est la norme, si je passe ça à la norme,
je peux écrire que c'est valeur absolue de lambda fois la norme de x, mais ça, c'est aussi égal à la norme de x. Et comme la norme de x est non nulle, je peux conclure que la valeur absolue de lambda est égale à 1. Mais comme lambda est un réel, alors je peux très vite le constater parce que m fois x, c'est un vecteur réel. D'accord? Donc j'ai pas le choix. Je peux pas avoir un lambda complexe ici. Ça pourrait pas coller si le lambda était complexe non réel, je veux dire. D'accord? Donc obligatoirement le lambda doit être un réel. Et en plus de ça, le lambda il doit être positif. Donc ça veut dire que le lambda égale 1. Donc ça veut dire que si on veut que l'égalité soit obtenue, il faut qu'on ait la valeur propre égale à 1. Enfin, une valeur propre, pardon, de la matrice M qui doit être égale à 1. Je dis bien une valeur propre, c'est pas forcément la seule, mais c'est une valeur propre qui doit apparaître. Alors, malheureusement, c'est assez difficile de décrire toutes les matrices qui respectent cette condition. Mais par contre, je suis sûr que vous êtes capable de m'en donner une qui respecte la condition que l'on souhaite. Alors, je vais me permettre d'effacer ce que j'ai fait ici. Pour conclure. En effet, une matrice orthogonale qui a une valeur propre égale à 1, ben, la matrice identité convient. Hein. Donc M égale IN convient. Ok? Puisque, ben, en effet, hein, il y a une valeur propre qui est 1, et cette valeur propre, c'est bien pour le vecteur propre 1, 1, 1. Ok? Je précise, hein, parce qu'il y a quand même un peu plus que juste une valeur propre, c'est aussi un vecteur propre associé à cette valeur propre. La valeur propre, il doit y avoir 1, et le vecteur propre, enfin un vecteur propre doit être ce vecteur-là pour la valeur propre 1. Okay, donc il y a quand même pas mal d'informations. Mais là, ici, ce qu'il faut juste montrer, c'est qu'on a dit déjà que le sup était un max, donc il faut juste montrer qu'une certaine matrice atteint ce max, une matrice orthogonale atteint ce max, et bah, justement ce max il est atteint par la matrice identité. Voilà, c'est une matrice assez simple qui vérifie la condition que je veux. Donc, bah, c'est terminé, hein, le sup sur les matrices orthogonales qu'on veut chercher, c'est tout simplement N. Et voilà, ceci conclut l'exercice. Donc voilà, bah c'est un très joli exercice, hein, je pense. Alors, c'est vrai que vous auriez pu avoir l'idée, étant donné la question d'existence, vous auriez peut-être pu avoir l'idée d'introduire plutôt le produit scalaire lié à la trace, mais malheureusement, la majoration donnée par la trace ne va pas être optimale. En fait, vous allez avoir une question de n racine de n ou quelque chose comme ça qui ne va pas pouvoir se simplifier mieux que ça. Et le n racine de n, bah, si vous regardez les conditions d'égalité pour le Cauchy-Schwarz, vous constaterez que c'est pas si évident de vérifier ça, de vérifier l'égalité pour l'inégalité Cauchy-Schwarz appliquée au cas de la matrice, enfin, au cas où le produit scalaire serait sur les matrices avec la trace, c'est ça que je veux dire. Et en fait, on se rendra compte que l'égalité ne sera jamais atteignable. Donc, du coup, ça nous dit que c'est pas forcément la meilleure option. Mais la vraie très bonne option, c'est vraiment d'essayer de reconnaître un produit scalaire usuel fait avec un vecteur bien précis. Alors j'ai terminé en discutant un tout petit peu, même si je ne vais pas rentrer dans les détails du calcul, j'aimerais discuter un tout petit peu du cas d'égalité pour le sup. Pour certaines valeurs de n, hein, c'est ça que j'aimerais faire. Donc pour certaines valeurs de n, on peut réussir à décrire toutes les matrices m qui vérifient ce qu'on souhaite. Donc si on regarde pour n égale, donc je vais commencer avec n égale 2. Donc pour n égale 2, le cas d'égalité, ben, il n'y en a pas beaucoup. Alors je vais me permettre de feuilleter pour être sûr de ne pas écrire de bêtises. Il n'y en a pas beaucoup. Pour le cas d'égalité, en fait, on n'a vraiment que deux matrices qui conviennent pour n égale 2, et il suffit d'écrire les équations bêtement pour s'assurer que tout fonctionne. Donc les deux matrices qui fonctionnent sont l'identité et la matrice suivante. Ce sont les deux seules matrices orthogonales qui satisfont la propriété d'égalité dans l'inégalité de Cauchy-Schwarz, et donc en particulier qui atteignent ce sup. Voilà. Donc il n'y a que deux matrices. Mais déjà pour n égale 3, ça commence à se corser, comme dirait Napoléon. Hop. Ça c'est un ancien prof de classe préparatoire qui disait souvent ça. Donc bon, alors certes, c'est le prof de prépa que je n'aimais pas trop, hein, je vous en ai déjà parlé dans une vie de mathématiques, mais bon voilà, il y a des choses qui restent en tête, comme cette phrase.
Et donc pour le cas n égale 3, alors pour le cas n égale 3, on a égalité, et là ça commence à être difficile. Si et seulement si, on a des matrices qui s'écrivent sous cette forme. Alors B, C, C, B, C, B, C, voilà. Donc soit on a une matrice sous cette forme, ou alors on a les matrices dans la forme de diagonale dans l'autre sens. Donc c'est-à-dire qu'on a C, 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 A, B, B, A, A, B. Voilà. Donc on a deux types de matrices qu'on peut trouver, parce que bon, essentiellement, ces deux matrices sont liées en permutant les colonnes, hein, d'une certaine manière en tout cas. Donc voilà. Donc on a des matrices de cette forme, mais avec les conditions suivantes, il faut que ce soit quand même orthogonal, donc il y a des questions d'orthogonalité à vérifier. Et donc en particulier, on veut que A carré plus B carré plus C carré soit égal à A plus B plus C, qui est égal à 1. Je vous rappelle qu'on veut que le vecteur 1, 1, 1 soit un vecteur propre pour la valeur propre 1. Donc c'est ce qui explique pourquoi A plus B plus C, hein, chacune des lignes doit valoir 1. Et vous constaterez que ça implique aussi des choses sur les colonnes. Et puis vous avez A carré, B carré, C carré qui doit aussi être égal à 1. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'ensemble des matrices correspondantes, si je donne les coordonnées en fonction de A, B, C, l'ensemble des matrices correspondantes, c'est un peu comme si j'étais en train de regarder sur une sphère, un cercle. Un cercle, puisque c'est ça que donne cette équation, hein, une espèce de cercle. Donc on est en train de regarder, c'est ça que donne l'intersection de ces équations. On va avoir une espèce de cercle qui va se dessiner, passant par les matrices qui sont un peu de ce genre-là, mais quand on travaille bien sûr dans M3, pardon, M3 de R, donc il faut travailler dans M3 de R, et on a des matrices de ce genre-là qui vont servir pour dessiner ce cercle, donc ça doit être un cercle qui doit passer par ces points. Et les vecteurs, donc si les vecteurs que vous voulez choisir pour votre matrice, ils doivent former, finalement les points extrêmes de ces vecteurs, doivent former un triangle équilatéral. Voilà essentiellement, pour la faire très courte, l'image qu'on peut avoir de ce résultat-là. Par contre, pour n égale 4 et supérieur, là on ne va pas avoir une meilleure interprétation que celle qu'on vient de faire là, c'est-à-dire que 1 doit être une valeur propre pour la matrice, et que le vecteur 1, 1, 1 doit être un vecteur propre pour la valeur propre 1. Pour la matrice, encore une fois. On n'aura pas mieux que cette description. Mais voilà, je voulais discuter un petit peu de ces petits cas d'égalité, qui sont des cas pas évidents à démontrer. Alors, le premier est facile. Le deuxième, il faut vraiment étudier les équations de fond en comble, et se rendre compte qu'on est en train de regarder une intersection entre deux sphères. Hein. Je me suis peut-être mal exprimé, mais on est en train de regarder une intersection entre deux sphères qui donnent un cercle, et juste essayer de se rendre compte que les vecteurs qui doivent apparaître dans cette matrice, ça doit être des vecteurs qui forment un triangle équilatéral. Donc voilà, ça demande du boulot, vraiment, clairement, mais voilà, c'est quelque chose qui peut encore se faire en n égale 3, mais pour n supérieur, là, l'interprétation est très difficile, donc bon, c'est peut-être pas la peine de s'attarder davantage. Bon voilà, j'ai terminé, encore un joli exercice, donc merci encore pour la proposition d'exercice. Ça me permet de vous rappeler que si vous avez des idées d'exercices à me proposer pour alimenter la chaîne, n'hésitez pas à le faire en commentaire, même déjà de cette vidéo, ou en commentaire de n'importe quelle vidéo. Ça fera toujours plaisir d'avoir d'autres idées d'exercices à proposer pour cette chaîne. Et transition habituelle pour terminer cette vidéo. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser en commentaire éventuellement d'autres commentaires, d'autres questions que vous pourriez avoir autour de cet exercice, et des retours, hein, ça aussi ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous connaissez des camarades qui seraient intéressés par ce genre de vidéo, voire même par le contenu de la chaîne en général. Comme d'habitude, ici ça sera pour me soutenir, ici ça sera pour vous abonner, n'oubliez pas d'activer la clochette, et enfin de nouvelles vidéos vont se proposer à vous pour continuer à faire le tour de la chaîne. Sur ce, je vous retrouve très vite pour de prochaines aventures mathématiques, portez-vous bien, et à très bientôt. Salut à tous!